Mobilisation sociale et coup d'État, 1960-1970. Dans quelle mesure l'intervention des militaires dans la sphère politique peut-elle être considérée comme une réponse à la radicalisation des mouvements sociaux? Dans les années 1960 et 1970, l'Amérique latine a connu une polarisation politique et sociale intense. Les mobilisations populaires en quête de droit et de justice sociale se sont heurtées à la répression des élites traditionnelles et dans de nombreux cas à l'intervention des militaires. Ces processus se sont déroulés dans un contexte international de transformation marqué par la guerre froide et l'influence croissante des idéologies révolutionnaires. Un nouveau contexte international. À partir des années 1960, le monde a commencé à connaître un processus de multipolarisation qui a prisé l'hégémonie des blocs dominants de la guerre froide. En Amérique latine, ce changement s'est reflété dans une série de rencontres et de conférences visant à renforcer la solidarité entre les pays du continent et promouvoir les alternatives à l'influence des États-Unis. L'un des événements les plus marquants fut la conférence tricontinentale tenue à La Havane en 1966, où des leaders du mouvement révolutionnaire d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud, c'est ça, se sont réunis pour coordonner des stratégies contre l'impérialisme américain. Par la suite, en 1967, la première réunion de l'Organisation latino-américaine de solidarité, OLAS, également à Cuba, a consolidé l'île comme un symbole de résistance contre des mouvements sociaux de la région. Cependant, cette nouvelle vague d'idées a rencontré une forte résistance, en particulier de la part des États-Unis, qui ont adopté une politique étrangère de plus en plus interventionniste sous l'influence des figures telles qu'Henry Kissinger. La crainte de l'expansion des mouvements qualifiés de communistes a conduit Washington à soutenir des régimes autoritaires et des coups d'État pour maintenir l'ordre établi. La prise de conscience et la radicalisation de la société. En effet, tout cela a mené à une forme de radicalisation de la société, puisque sur le plan social, la décennie des années 1960 a été marquée par l'apologie de la théorie de la libération, un mouvement au sein de l'Église catholique qui prônait une option préférentielle pour les pauvres. Des prêtres comme Camilo Torres en Colombie, Monseigneur Romero au Salvador et Ernesto Cardenal à Nicaragua ont promu une interprétation du christianisme centrée sur la justice sociale et la lutte contre les inégalités. Ce courant a été consacré en 1968 lors de la conférence épiscopale de Medellín, où les évêques latino-américains ont interprété le message de l'Église à travers la réalité régionale. La polarisation des sociétés latino-américaines s'est intensifiée, tandis que les secteurs populaires adoptaient ces nouvelles idées. Les élites traditionnelles et les militaires y voyaient une menace pour l'ordre social. L'armée s'est souvent traduite par une répression tant violente des mouvements sociaux qui se radicalisaient en réponse à l'exclusion et à l'oppression. En effet, ils y voyaient une menace pour l'ordre social du point de vue de l'armée qui a assumé le rôle central en tant que qui a assumé un rôle central en tant que garante de la stabilité, mais son intervention s'est traduite par une répression violente des mouvements sociaux qui se radicalisaient en réponse à l'exclusion et à l'oppression. Et un mouvement emblématique de cette répression fut le massacre des étudiants de la place de Tlatelolco à Mexico en 1968, où le gouvernement a répondu avec une violence aux protestations des étudiants menées par des ouvriers et des étudiants réclamant des réformes démocratiques. Excusez-moi. Donc, ce massacre a été mené à Mexico en 68 et de manière similaire en Argentine, le Cordobazo de 69, mené par des ouvriers et des étudiants, a illustré le mécontentement social croissant qui fut brutalement réprimé par les forces de sécurité. Mais il y a eu des exceptions britanniques dans un panorama qui était globalement autoritaire durant cette période. Bien que la plupart des pays de la région aient connu une forte instabilité politique, il y a eu des exceptions qui parvinrent à éviter l'imposition de régimes militaires. Au Costa Rica, l'abolition de l'armée après la guerre civile de 1948 permit la consolidation d'une démocratie stable, surnommée la Suisse de l'Amérique centrale. En Colombie, le Front National permit une alternance pacifique entre les libéraux et les conservateurs après une période de dictature militaire. Au Venezuela, la pression populaire mit fin à la dictature de Marcos Pérez Jiménez en 1958 et permit l'élection d'un gouvernement civil dirigé par Romulo Betancourt. Et ces expériences montrèrent que, sous certaines conditions, les élites ont pu négocier des transitions démocratiques sans recourir à la répression militaire. Guérillas et coups d'État.
L'augmentation des mobilisations sociales et l'émergence de mouvements guerrilleros dans plusieurs pays ont conduit de nombreux gouvernements à justifier des coups d'État comme une mesure préventive pour soutenir l'avancée supposée du communisme. Dans certains cas, ces coups furent soutenus par des secteurs réformistes au sein de l'armée cherchant à mettre en œuvre des changements structurels. En effet, on a eu l'exemple du Pérou, le général Juan Valesco Alvarado mena un coup d'État en 1968 et établit un gouvernement militaire révolutionnaire qui impulsa une ambitieuse réforme agraire et nationalisa des secteurs clés de l'économie. Cependant, son gouvernement prit fin en 1975 par un autre coup d'État soutenu par la CIA. Au Panama, le coup d'État d'Omar Torrijos en 1969 marqua le début d'une période de nationalisme réformiste dont l'un des principaux accomplissements fut la signature des accords de Torrijos-Carter en 1977 garantissant la restitution du canal de Panama en 1999. Et au Chili, on a eu le socialisme chilien et le coup d'État en 1973. En fait, au Chili, l'élection de Salvador Allende en 1970 représenta l'arrivée au pouvoir de l'Unité populaire, une coalition de gauche cherchant à mettre en œuvre un projet socialiste par des voies démocratiques. Parmi ses principales mesures figuraient la nationalisation des mines de cuivre, la réforme agraire et des politiques redistributives pour la réduction des inégalités. Cependant, son gouvernement, le gouvernement d'Allende, fit face à une forte opposition tant interne qu'externe. Les secteurs conservateurs, avec le soutien des États-Unis, formèrent une pénurie et des grèves, paralysant ainsi l'économie, et la tension culminant le 11 septembre 1973 lors d'un coup d'État dirigé par Augusto Pinochet qui va renverser le gouvernement démocratique. Allende, encerclé au palais de la Moneda, choisit alors de se suicider. Ouf! Oh mon Dieu! Eh ben, qu'est-ce qui s'en est passé des choses aux Chiliens? Allende s'est donc suicidé après un coup d'État qui a été dirigé par Augusto Pinochet. Le coup d'État de 1973 marqua la fin d'une démocratie chilienne et le début d'une dictature qui dura jusqu'en 1990, laissant des milliers de victimes de violations des droits humains. En conclusion, l'intervention des militaires dans la politique latino-américaine entre les années 1960 et 1970 ne peut qu'être expliquée uniquement comme une réponse à la radicalisation des mouvements sociaux. Bien que cette radicalisation ait joué un rôle important, d'autres facteurs comme la pression internationale, la polarisation idéologique et les intérêts des élites traditionnelles furent également déterminants. Cette période a laissé un héritage de profonde division entre la mémoire et les luttes pour la justice sociale qui restent pertinentes encore aujourd'hui.